En manchette ce soir, nouvelle de dernière heure, le cellulaire de Sarah-Ève Thérien a été retrouvé dans un boisé. La jeune fille de 22 ans est portée disparue à Sherbrooke depuis près de 48 heures. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Téléjournal 18h. Il y a plusieurs développements dans le dossier de la disparition de Sarah-Ève Thérien. On rejoint notre journaliste Anne-Sophie Roy qui se trouve près de l'endroit où on a aperçu la jeune étudiante pour la dernière fois. Anne-Sophie, le cellulaire retrouvé, c'est un élément clé dans la recherche de Sarah-Ève. Oui, absolument, Jasmine. C'est une découverte importante dans le dossier parce que le cellulaire a été retrouvé dans le boisé du Champ des Buttes qui se trouve à proximité du dernier endroit où Sarah-Ève a été aperçue mercredi dernier. Il faut dire que selon une douzaine de témoins, la jeune femme joguait dans les environs, donc tout près d'ici. Des témoins rapportent avoir vu un homme entre 45 et 60 ans s'arrêter près d'elle à bord d'une voiture grise de marque Hyundai. Elle aurait effectué aussi un retrait bancaire à la caisse Desjardins du lac des Nations sur la rue King West, donc tout près d'ici. Et c'est également à proximité du boisé aux abords de la rivière Magog. Elle a été vue pour la toute dernière fois au croisement des rues King West et Ontario. Anne-Sophie, qu'est-ce qu'on sait jusqu'à maintenant sur les circonstances de la disparition de Sarah-Ève? La jeune femme est une étudiante à l'Université de Sherbrooke, Jasmine. Et en fait, elle a quitté son domicile situé au coin des rues Russell et de Vimy vers 19h mercredi passé pour aller faire une dizaine de kilomètres de course. Elle devait aller rejoindre une amie, mais elle ne s'est jamais rendue au point de rencontre. C'est son amie Marie-Pierre Vaillancourt qui a tenté de la joindre pendant 2 heures suite à la rencontre. Et vers 21h, Marie-Pierre Vaillancourt a appelé les parents de Sarah-Ève pour témoigner de son inquiétude puisque la jeune fille ne s'est jamais présentée au rendez-vous. Il faut dire qu'il s'était donné rendez-vous à la promenade du lac des Nations qui est tout près d'ici. Les parents qui vivent des moments difficiles actuellement veulent que les gens puissent communiquer entre eux et essayer de trouver des réponses par rapport à la disparition de Sarah-Ève. Ils souhaiteraient la retrouver bientôt. La dernière fois qu'elle a été aperçue, elle portait un survêtement orangé avec des lignes noires sur le côté, une tuque noire, des leggings de course noires également. Le porte-parole du service de police de la ville de Sherbrooke, M. Hugo Lachance, invite les citoyens à entrer en contact avec eux s'ils trouvent toutes sortes d'informations pertinentes pour retrouver Sarah-Ève. Et on espère bien évidemment la retrouver saine et sauve bientôt. On suivra attentivement les développements dans cette affaire. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Au revoir. Le chef du SPVM, Philippe Piché, a annoncé qu'il suspend temporairement le directeur adjoint Bernard Lamotte. Jean, on s'attendait à des répercussions de cette crise qui frappe actuellement le SPVM. Oui, Jasmine, et c'est un gros revirement de situation. M. Piché a pris cette décision après que la Sûreté du Québec lui ait transmis de nouvelles informations qu'elle a reçues concernant M. Lamotte. Le chef du SPVM est resté évasif concernant la nature exacte de ces informations, celles qui l'ont poussé à suspendre son directeur adjoint. Il a quand même tenu à mentionner qu'en fait, c'était nécessaire compte tenu des circonstances. Il faut dire que c'est un geste, en fait, très important, oui, considérant que M. Lamotte occupe le poste le plus important au sein du SPVM, avant, bien sûr, celui de directeur. Philippe Piché a peut-être suspendu un de ses plus grands alliés, son bras droit, mais il va en falloir faire davantage pour regagner la confiance du public et des politiciens. Et justement, Jean, le ministre de la Sécurité publique, dis-je bien, n'a pas voulu réitérer publiquement sa confiance envers le chef du SPVM. Non, Jasmine, Martin Coiteux veut attendre que tout ce dossier soit complètement éclairci avant de se positionner. M. Coiteux a, par contre, entre-temps, appelé la population à être patiente alors que la grogne se fait sentir de plus en plus lors des dernières semaines. Pour rappeler rapidement les faits, la division des affaires internes du SPVM fait face à des allégations de fabrication de preuves contre des policiers qui tentaient en fait de dévoiler des cas de corruption au sein de la police de Montréal. C'est la Sûreté du Québec et le Bureau des enquêtes indépendantes qui travaillent conjointement pour justement faire la lumière sur ces allégations. Pas plus tard qu'hier,
le président, de la Fraternité des policiers, Yves Francoeur, en a ajouté. Il a accusé certains membres de l'état-major du SPVM de corruption, de trafic d'influence et même d'ingérence inappropriée. Mais avant cette première suspension au SPVM, Martin Coiteux avait confié l'enquête administrative à Michel Bouchard. Oui, ce haut fonctionnaire détient maintenant tous les pouvoirs du commissaire, dont le pouvoir de contraindre des personnes à témoigner. Le but de l'enquête, je vous le rappelle, demeure de comprendre les pratiques du SPVM en matière d'enquête interne et de regagner la confiance du public. Le rapport de M. Bouchard devrait paraître d'ici le 15 septembre 2017. Merci beaucoup, Jean. Ça fait plaisir. 730 étudiants du primaire et du secondaire ont été confinés dans 2 écoles de Trois-Rivières ce matin. Un élève du collège de l'Horizon aurait été la cible de menaces de mort provenant d'un jeune homme de 18 ans. Le suspect a finalement été arrêté à son domicile un peu plus tard, en fin d'avant-midi. Les policiers ne savaient pas si le suspect allait se présenter sur les lieux, mais les menaces ont semblé assez importantes pour le service de police de Trois-Rivières. Ils ont préféré assurer la sécurité des élèves en procédant au confinement. Le suspect dans cette vaste opération policière devrait comparaître bientôt. Le procès de l'ex-entraîneur de ski de compétition Bertrand Charret se poursuivait aujourd'hui au palais de justice de Saint-Jérôme. Il déclare dans une vidéo qu'il était amoureux de 2 jeunes skieuses qui étaient mineures à l'époque. Bertrand Charret avoue aussi avoir eu des gestes déplacés, mais il a précisé que les relations avec les jeunes filles étaient consentantes selon lui. 2 autres victimes alléguées ont également témoigné au procès. Elles ont parlé de harcèlement psychologique et de manipulation de la part de leur ancien entraîneur. Le procès se poursuit lundi au palais de justice de Saint-Jérôme. Bertrand Charret fait face à 57 chefs d'accusation de nature sexuelle. La police aurait saisi un ordinateur chez les parents d'Alexandre Bissonnette, le principal suspect dans l'attentat à la Grande Mosquée de Québec, survenu le 29 janvier dernier. C'est ce qui révèle la levée partielle des scellés d'un mandat de perquisition. On y apprend également que les premiers appels au 911 à 20h-5 faisaient déjà état de plusieurs morts. Les policiers dépêchés sur les lieux ne savaient donc pas à combien de tireurs ils avaient affaire. Difficile toutefois pour les médias d'en savoir davantage puisque plusieurs passages sont censurés, notamment les témoignages des victimes. Ève, on parle de Nicolas Archambault maintenant qui va faire un nouveau spectacle, Saturday Night Fever, et il va se produire maintenant au Québec. Oui, Jasmine, le spectacle qui est présenté actuellement à Paris sera à l'affiche l'été prochain au Capitole de Québec pour 50 représentations. Nico Archambault reprend donc son rôle de Tony Menera qui, dans le film des années 90, était joué par John Travolta. D'ailleurs, les représentations ont été devancées pour que Nico Archambault puisse prendre part à cette version québécoise. Il sera accompagné par la célèbre danseuse française Fauve Otto, qui tient présentement le rôle de Stéphanie, qui est la petite copine de Tony Menera dans la version française. Reste à savoir si l'accent québécois sera une difficulté pour Fauve Otto, puisque l'accent français a effectivement été une difficulté pour Nico Archambault, qui a dû s'adapter pour bien se faire comprendre à Paris. Vous le mentionnez, Ève, les 2 acteurs principaux reprennent leur rôle dans la version québécoise, mais les producteurs vont aussi faire appel à plusieurs danseurs québécois pour compléter la distribution. Oui, exactement. 14 danseurs d'un peu partout à travers la province sont recherchés pour faire partie de ce spectacle et le tout devrait prendre forme d'ici 1 mois. La production est également à la recherche de 3 chanteurs pour remplacer les interprètes français. Pour Stayin' Alive, Night Fever et Tragedy. Les représentations de Saturday Night Fever au Capitole se tiendront du 28 juin au 3 septembre et les billets seront en vente dès demain. On peut maintenant rêver à l'été, Ève, en achetant des billets, mais va quand même falloir s'armer de patience parce que l'hiver est assez tenace. En tout cas, avec le froid sibérien des 3 prochains jours, on peut s'assurer que l'été n'est pas prêt d'être à nos portes. Si aujourd'hui, on a eu des températures de -8, ce soir et cette nuit, ce sera drastique avec -21 et ce sera ressenti à -30. 40 de probabilité d'averses de neige sont prévues pour ce soir et cette nuit. Demain, samedi, on aura des alternances
alternance de soleil et de nuages avec un maximum de moins 12, ressenti moins 32. Pour ce qui est de dimanche, on aura du soleil sur Sherbrooke avec un maximum de moins 7. Mais encore une fois, le froid et le vent fait qu'on ressentira moins 33. Et lundi, pour le début de la semaine et le retour au boulot, eh bien, on aura du soleil avec des températures assez confortables de 4 degrés. Merci beaucoup, Ève. Ça me fait plaisir. Mesdames et messieurs, c'est ci conclut le bulletin. Merci d'avoir été des nôtres et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.